Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et bonjour à tous les puissants, bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park où nous allons parler de la conception des parcs d'attractions, des parcs à thème même de manière générale. Comment est-ce qu'on fait pour devenir professionnel dans l'industrie des parcs? Et pour ça, j'ai deux invités exceptionnels avec moi, à commencer par Sébastien qui était déjà venu sur le podcast, qui est ingénieur à Ines Rides. Donc salut Seb. Salut Florian, salut tout le monde. Et un nouvel invité qui vient pour la première fois sur le podcast, il s'agit de Vincent, qui est designer à Europa Park. Salut Vincent. Salut Florian, salut tout le monde. Alors, ces deux invités exceptionnels vont m'aider à parler en fait de l'ensemble, on va dire, des métiers, que ce soit plus créatifs, plus techniques qu'on peut retrouver dans les parcs. Alors, on va pas parler de tous les métiers en détaillé parce qu'il y a à peu près 140 métiers qui peuvent intervenir dans la conception d'un parc et je pense pas que vous ayez envie qu'on parle de ça pendant 3-4 heures. Mais on peut déjà en fait citer différentes applications des métiers qu'on peut avoir, à savoir que on peut en général dans la conception d'un parc, on va commencer avec les concept art. Alors ça, ce sera Vincent qui je pense sera assez expert pour ça et qui pourra, je pense, en parler plus en détail après. Mais souvent, en fait, on va créer un concept art, une image, qui va vraiment, en fait, servir à ce que toutes les personnes autour de la table des différents métiers se mettent d'accord sur un résultat final qu'on va avoir. On va avoir les show writers, donc c'est les personnes qui s'occupent de faire tout ce qui est scénario, storytelling, les architectes qui s'occupent de récupérer les dessins et de rendre ça tangible et fonctionnel, design d'intérieur, pour tout ce qui va, c'est eux qui vont faire les moulures au plafond à l'intérieur des attractions, à l'intérieur des files d'attente, les ingénieurs qui vont s'occuper de l'aspect technique, de la structure, de tous ces éléments-là, les light designers qui vont faire les lumières, le landscape avec les paysagistes, tout ce qui vont faire les médias, les décors, enfin on pourrait en citer en long et en large, le master planning, ceux qui font les maquettes, enfin là il y a énormément de choses. Et il y a plusieurs étapes qui viennent dans les projets puisqu'on a la conception, la construction de l'attraction et son exploitation. Et nous ce soir on va vraiment se focaliser sur la conception d'une attraction en abordant finalement nos trois métiers qui complètent complètement cet intervalle puisqu'on va avoir Vincent qui va être complètement dans l'aspect créatif. Moi, je vais me retrouver dans l'aspect où je vais rendre tangible les choses de par mon métier d'architecte, et Sébastien qui lui va se casser la tête à tout calculer pour que ce soit réaliste. Mais déjà, avant de parler de tout ça, on va parler un petit peu de nos métiers à chacun. Je sais pas si l'un de vous deux a envie de commencer, mais avant ça, il faut qu'on fasse la traduction qui est le pré-show. Puisque c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec Sébastien, mais Sébastien tu vas pouvoir le refaire, hein, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble, et Vincent va pouvoir faire ça juste après. Peut-être on commence par Sébastien, comme ça Vincent a le temps de de réfléchir. Attends, s'y préparer. Alors, on va commencer avec l'attraction préférée. Alors l'attraction préférée, ça n'a pas forcément changé depuis l'année dernière. Ça reste toujours soit Shambhala, soit Mako, puisque c'est vrai que je suis un peu classique, mais j'aime bien les hypercoasters B&M qui offrent de longs et beaux floating. Surtout Shambhala, notamment le premier Camelback. Le premier Camelback, tu restes très longtemps. Hein. Très bien dessiné, avec 4 à 5 secondes, dépendant de où on se trouve sur le train en airtime, donc c'est très agréable. Et alors, est-ce qu'il y a une attraction détestée? T'as vraiment pas passé un bon moment là-dedans, tu veux plus y aller? Toujours à Port Ventura. Hein. Il y a les deux. Voilà, il y a les deux. Hein. Il y a un peu les deux extrêmes. Oui, Furious Baco, c'est une attraction effectivement qui malheureusement vibre beaucoup. Encore une fois, hein, comme je le dis à beaucoup de monde, l'attraction est fluide en vrai, puisque en termes de design du layout, c'est très fluide, mais malheureusement,
La conception des trains fait que ça vibre énormément et ça en devient insupportable et ça détruit bien sûr l'expérience, Ouais, malheureusement. complètement. Là, il pourrait le retémer sur les barman, tu sais, avec les shakers the ride. C'est vraiment, tu te fais secouer à Bah, l'intérieur. il y a déjà les tonneaux. Hein, Il y a déjà les sur le tonneaux, train. c'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as un parc que tu as adoré, un gros coup de cœur? Alors oui, en Europe, alors bon, c'est toujours un peu compliqué finalement à se décider, mais je dirais un parc qui réunit bel thème et belle machine, ça reste Fantasyland. C'est vrai que c'est un merveilleux compromis, hein, entre les deux. Et un parc que tu détestes? T'as été une fois, tu t'es dit plus jamais je paye un ticket pour aller là-dedans. Quand bien même on payerait, j'irais pas. Alors bon, malheureusement du coup, enfin c'est vrai que c'est toujours aussi compliqué de décider. C'est dur, hein. Mais bon, c'est vrai que l'une des, on va dire, les moins bonnes expériences, ça restait Bollywood, qui n'existe plus maintenant. Qui n'existe plus maintenant, effectivement. À Dubaï Parks and Resort. Mais ça reste Bollywood. Pourquoi? Pas forcément parce que le thème était mauvais, non, au contraire, l'entrée, enfin tous les décors, on va dire, de la Main Street étaient bien réalisés, mais bon, c'est côté attraction et côté simulateur Il se passe pas que ça grand-chose. pêche beaucoup. Et est-ce que tu as un plaisir coupable? Quelque chose qui, habituellement, les gens vont considérer que c'est nul, mais toi, tu adores. Bah oui. Bah oui, bien sûr, les bases, c'est de faire un peu les pommes, hein, les fameuses pommes, ou voilà, les petits coasters de SBF, hein. Ah, quelle horreur! Mais bon, c'est toujours rigolo de les faire, mais voilà, oui, c'est mon plaisir coupable. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, Vincent, tu es prêt? Ouais, Ouais, crois. tu crois? Alors, je vais encore changer d'avis au dernier moment parce que je suis incapable de me c'est décider. possible. C'est bien, on te réinvitera à chaque pré-show, tu pourras dire un nouveau truc que t'auras Ouais, pas c'est dit. ça. Alors, on va commencer par l'attraction préférée. Il y en a deux qui me viennent en tête, c'est pas forcément les meilleurs et il y a beaucoup d'attractions que j'aime beaucoup, mais C'est très il y a subjectif, hein, de toute façon. ouais, mais là les premières qui me viennent à l'esprit, c'était Forbidden Journey et l'attraction qui est juste à côté Hagrid? Gringotts. Gringotts, Gringotts. Ouais, exceptionnel Parce les que deux. Hein. ça mélange ce que j'aime le plus. Il y a un peu de sensation, il y a des décors très immersifs. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour Gringotts parce que, alors je sais que beaucoup n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup d'écrans, mais j'ai trouvé que la 3D était très bien intégrée au décor. Elle marche bien. Hein. Les sensations sont incroyables, la file d'attente aussi. Pour le coup, la file d'attente de Forbidden Journey est encore plus incroyable, mais on est sur de la pour l'attraction. Ah, le 5 Gringotts, quand voilà. t'arrives dans la banque, ça a de la gueule. Hein. C'est Ouais, vraiment mais chouette. Hein. C'était le trip que j'ai fait l'année dernière. C'était la première fois que j'allais en Floride. Il y a plein de trucs que j'ai découvert, donc Spider-Man aussi, Rise of the Resistance, plein de trucs comme ça qui forcément claquent fait beaucoup rêver. plus que tout ce qu'on a en Europe. C'est sûr. J'ai eu des coups de cœur pour plein d'attractions là-bas. Et ces deux-là, c'est les deux qui me viennent en premier à l'esprit. Ah, excellent choix. Et il y a des attractions que tu détestes. Peut-être aux États-Unis, peut-être en Eh Europe. ben, la première qui me vient à l'esprit, figure-toi, c'est aussi Furious Baco. Ah bah voilà, Même comme si, quoi. en même temps, je la mettrais presque de mon plaisir coupable parce que certes, elle fait mal, mais j'adore le parcours. En fait, le parcours est tellement cool, c'est presque décevant qu'elle soit aussi mal. Mais je pense que non, l'attraction qui m'a le plus mis hors de moi, c'était aussi à Port Aventura et c'était le simulateur qu'ils ont rethématisé sur l'âge de glace. Ah oui, là, oui. C'était tellement nul. J'ai jamais vu une attraction aussi nulle. Et j'ai halluciné. C'était vraiment le néant de la créativité. Je trouve ça vraiment très nul. C'est dommage pour un parc de cette ampleur en plus. Hein. Oui, on va y venir après. Et du coup, un parc préféré? Je suis Europa Park. Oh bah non. Forcément. Non. Pour mon parc préféré, alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle de coaster, ce sera Fantasyland. Si on parle de décor, ce serait Disneyland Paris. Ouais. J'ai pas encore visité Disney Sea, mais sinon ce serait Disney Sea. Mais voilà. Ah mais complètement. Ce serait clairement pour ça. Europa Park, il y a un bon mélange de tout. Ils sont bons dans tous les domaines. Mais c'est mon coup de cœur, ce serait plus Disneyland Paris, forcément, puisque je travaille dans les décors et pour moi c'est le summum de ce qui se fait niveau mise en scène. Ah parfait ça. Un parc détesté?
Tu peux dire Europa Park? Non, Europa Park, j'aime beaucoup plaisante, bien sûr. Alors, détester, non. Mais pour Aventura, la première fois que j'y étais, j'avais une très mauvaise expérience. Ouais. J'étais très déçu par la maintenance du parc, par la gestion des montagnes russes, etc. Je trouvais que c'était vraiment, pour un parc de cette ampleur, assez misérable. Après, j'y retournerai quand même avec plaisir. J'y suis déjà retourné, donc la preuve. Non, j'y suis retourné pour le boulot, c'est vrai. Mais ça s'est mieux passé la deuxième visite, peut-être? J'étais, non, pareil. J'étais prévenu. Non, en fait, c'était pareil, mais vu que je savais à quoi m'attendre, et du coup, j'étais pas déçu. La première fois, j'étais vraiment déçu par plein d'aspects, en fait, mais qui sont pas forcément liés que aux attractions. Même, la navette pour le retour, il y avait un seul train pour amener tout le monde, je me souviens. Ouais, c'était un long trajet en train, on était debout, tous collés uns contre l'autre, comme dans un métro en pleine heure de pointe. C'était vraiment très mal géré. Donc ouais, le Port Aventura, c'était pas une mauvaise expérience, mais disons, moins bien que les autres. Et sinon, si tu parles de par l'attraction vraiment pourrie que j'ai fait, c'est Funny World. Ah ouais, c'est vrai que Funny World, c'est quelque chose. C'est pas non plus une mauvaise expérience, parce que là, je savais à quoi m'attendre et j'étais avec mes neveux. Donc on était là pour eux, tu vois, c'était pas pareil. Complètement. Et enfin, donc, le plaisir coupable, ça reste sur Ferris Baco ou tu as autre chose en tête? Alors, il y a des petits dark rides comme ça qui sont un peu pourris, mais que j'aime bien, mais parce que j'aime bien l'ambiance, quoi, genre Geisterschloss à Europa Park ou à Europa Park, il y en a une flopée quand même de plaisir coupable, hein, c'est vrai, là tu m'étonnes. Eisenfahrt, Schlittenfahrt, Schneeflöcken ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est un peu ce genre de truc là, mais j'aime aussi les toutes petites montagnes russes, tu sais, genre Baja Express Europa Park, qui fait genre chouette, qui fait 10 mètres de long. Ouais, exactement, mais qui est plaisant à faire effectivement. Ouais. Mais voilà, mais c'est juste le plaisir de faire ça entre collègues dans une pause. C'est marrant. Topissime. Eh bien, le pré-show étant passé, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et Vincent, tu vas sans doute pouvoir garder la parole, puisqu'on va commencer avec l'aspect vraiment création dans les parcs. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de peut-être ton parcours, ton métier, comment t'en es arrivé à faire ça, et en quoi consiste le métier de designer dans les parcs? Ok, j'espère que vous avez prévu des vivres parce que ça va être long. Alors, non, parce que évidemment, Seb, tu peux intervenir autant que tu veux. Hein, Bon, pour un petit récap, moi, je suis né à Strasbourg. J'ai grandi toute ma vie en Alsace, donc j'ai grandi avec Europa Park. J'y vais une fois par an à peu près depuis que je suis né. Hein, donc, je connais le parc très très bien. C'est un peu ma seconde maison. Et mon tout premier boulot, quand j'avais 17 ans, c'était peintre en bâtiment à Europa Park. Donc, c'était en 2004. J'avais 17 ans et c'était, moi en tant que fan d'Europa Park à l'époque, c'était assez incroyable. Qu'est-ce que tu as pu peindre? Il y a encore des façades que tu as peindre encore aujourd'hui dans le parc? Je pense que depuis il y a plein de couches de peinture par-dessus. Mais il y a eu quelques trucs fun, genre peindre des champignons géants de l'attraction comment ça s'appelle, Wichtelhausen, je sais pas si tu vois ce dont je parle. Qui est à côté d'Arthur, c'est ça? C'est ça, la toute petite attraction là où il y a des champignons géants. Ouais. C'est une très vieille attraction qui mériterait d'être faite d'ailleurs. Mais j'avais peint des ronds roses, des trucs, enfin voilà, ou dans l'attraction qui s'appelle à l'époque Ciao Bambini, qui s'appelle maintenant Piccolo Mondo. Exactement. Il y avait du papier peint arraché et on m'avait demandé de peindre le papier peint qui manquait, donc je devais peindre des fausses fleurs, des trucs comme ça. Oui, c'était bien qu'ils la remettent à neuf. Et pareil, peindre à la bombe, une bombe noire dans Geisterschloss par exemple, pour repeindre les murs parce qu'il y a des endroits où en faisant le ménage, ils cognent les murs et parfois la peinture s'en va. Tu vois, ce genre de trucs là, c'était les moments fun. Et après, il y avait des peintures un peu plus barbantes, mais c'était ça faisait partie du métier. Et c'était très marrant à faire. Après. Pour mes études, après mon bac, qui n'avait aucun intérêt, puisque j'ai fait économique et social, j'ai fait une année aux Beaux-Arts à Mulhouse, qui s'appelle le Quai, je crois que ça existe encore, et c'était très formateur parce qu'on a fait beaucoup de peinture, de sculpture, dessins, photos, gravures, donc il y avait beaucoup de manuels, et c'était très très formateur pour ça. On avait très peu par contre de cours magistral avec du savoir un peu plus
historiques, etc. On avait pas ça. On avait vraiment que ça ou des cours d'histoire de l'art contemporain donnés par des cours des profs complètement barrés. J'étais pas du tout assez mature à l'époque et je savais pas encore ce que je voulais faire parce que je savais que je voulais pas faire artiste. Je voulais être dans l'illustration, mais pour le coup c'était pas vraiment une école d'illustration. Et j'ai complètement foiré mon année préparatoire là-bas. Donc je suis allé à la fac où là j'ai raté aussi ma première année à la fac parce que je suis parti du lycée où c'était très très scolaire normal à un univers complètement libre et complètement loufoque des beaux-arts où pour avoir nos bureaux on avait des portes en bois sur des tréteaux pour faire nos bureaux un truc complètement bricolé voilà complètement fantasmagorique. C'était vraiment pour moi j'ai vraiment adoré cette année et on revient du coup à la fac à un truc complètement scolaire et là j'ai eu l'impression de revenir en arrière. Autre chose quoi. Et c'était les devoirs à la maison, ce truc-là qui était un peu barbant, mais avec tout le savoir théorique qu'on n'avait pas du coup aux Beaux-Arts. Et du coup, j'ai eu les deux formations qui pour moi étaient très complémentaires et qui m'ont beaucoup plu. Et la fac au final, donc j'ai fait une licence d'art visuel, donc ça fait 3 ans plus l'année ratée, donc 4. Et après je savais pas quoi faire, je savais toujours pas quoi faire, donc j'ai fait un master d'art multimédia. Là aussi, ça m'a pris 3 ans. La dernière année, j'avais réussi mon année, mais j'ai raté l'oral. Donc j'ai fait une année presque sabbatique où je devais juste repasser l'oral 1 an plus tard. Et je l'ai eu finalement, heureusement, avec mon projet qui s'appelle Goupilland, qui était donc un parc d'attraction fictif. Ah, génial. J'avais fait un plan qui existe encore d'ailleurs, qui ne sera jamais fini parce que j'ai plus le temps de travailler dessus. Ça me prenait parfois de travailler pendant 3 mois dessus. Et c'était bien parce qu'au final, ça m'a à fond formé pour le travail que je fais aujourd'hui qui fonctionne presque de la même façon au final. Sauf que là maintenant, je passe au réel et je vais ensuite travailler avec des architectes et des ouvriers et des peintres. Voilà. Et c'est une bonne continuité au final de mon projet que j'ai fait pour le master. Tout ce que t'as fait, ouais. Donc voilà, c'était, sans le savoir, je m'étais préparé à ça. Après, niveau petit boulot avant Europa Park, j'ai travaillé pour de la pub, j'ai fait un peu de storyboard. J'avais tenté la bande dessinée, mais j'ai pas la discipline pour travailler chez moi tout seul à domicile. Le métier d'auteur de bande dessinée est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Et je le sais parce que j'ai des amis qui font de la bande dessinée et je sais à quel point c'est galère. À moins d'avoir la passion et le truc qui nous pousse à faire ça, c'est vraiment très difficile. Après les petits boulots, j'ai fait des affiches que tu connais du coup pour Bien sûr, pour l'escape game, The Little Red Door à Strasbourg. Pour qui j'ai travaillé en tant que game master aussi parce qu'il fallait bien que je mange. T'as fait beaucoup de choses. Ouais, bah je suis vieux. Donc j'ai cumulé après les petits boulots comme ça. Et bien sûr, pendant quelques années, j'ai aussi enseigné Photoshop dans une école de graphisme et de communication à Strasbourg. Donc c'était MJM. Et j'ai beaucoup aimé enseigner là-bas. Alors j'ai pas du tout aimé préparer mes cours, noter les élèves, tous ces trucs-là, ça me barbait pas mal. Mais les cours eux-mêmes étaient vraiment sympas. Et surtout les 2 dernières années où du coup j'avais une section qui était vraiment faite pour moi. C'était vraiment la section illustration où là j'enseignais le dessin pur et dur sur Photoshop. Avant, c'était plus des cours de traite basique de dessin, plus pour des graphistes que des illustrateurs. Et voilà. Et après, quand j'ai eu mon boulot à Europa Park, j'ai fait, voilà, c'était sympa. Ciao. Hey, ciao. Je peux avoir un boulot à plein temps où voilà, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et c'était un objectif que tu avais en tête durant toutes ces années de rejoindre les parcs ou ça t'est tombé dessus un petit peu comme ça? C'était plus un rêve. Je pensais pas trop être capable de faire ça et je savais pas si j'avais les capacités. Je manquais beaucoup de confiance en moi et en plus je suis pas du tout aventurier. Je pourrais pas bouger aux États-Unis ou ailleurs pour travailler. Je suis bien dans mon cocon. Je suis vraiment très casanier comme ça. Et je me disais j'avais très envie de bosser à Europa Park parce que c'est pas loin. C'est local, oui, bien sûr. Et que je le connais très bien comme parc, et donc je me sentais déjà plus à l'aise dans un environnement que je connais déjà, mais je parle pas allemand. Et je pensais que ce serait un gros problème, jusqu'à ce que je rencontre par hasard Daniel Kercher, qui était designer à Europa Park, qui a travaillé principalement sur Cancan Coaster, mais il a travaillé sur plein d'autres projets, il a travaillé pendant des années pour Europa Park.
Quand il m'a dit qu'il travaille pour Europa Park, déjà je connaissais déjà ses dessins, donc c'était bizarre bien sûr de le voir de le voir enfin. C'était marrant. Et je dis que voilà, il fait le boulot que je rêvais de faire et que voilà, s'il pouvait m'aider. Donc il m'a dit vas-y, montre-moi tes dessins. Donc j'ai montré mon book et puis il m'a dit en fait t'as le niveau, lance-toi, et si tu parles anglais c'est déjà suffisant pour travailler là-bas. J'apprends l'allemand quand même, mais quand même, je galère. Je galère un peu. Et voilà, et je crois que j'ai tout dit. Il y a encore plein de choses à dire après, mais là je vais laisser la parole à Sébastien. Vas-y Sébastien, à toi alors, ton parcours, comment t'en es arrivé à devenir ingénieur pour faire des coasters? C'est quand même fantastique. Alors oui, alors là pour le coup c'est un rêve et un objectif à la fois. C'est vrai que toi dès le départ tu voulais faire ça, ouais. C'est ça, oui, depuis que j'ai raidé Silver Star, quoi. Ah ouais. Depuis l'âge de 14 ans, et donc je voulais travailler je voulais travailler à Europa Park au départ parce que c'était un parc qui m'émerveillait, on va dire, à ce moment-là. Et du coup après j'ai suivi, on va dire, une formation assez classique finalement avec un bac S, donc scientifique. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours d'actualité. Ça existe plus. Enfin maintenant je crois que c'est des bacs généraux et tu choisis à la carte les cours que tu veux, mais tout le monde est sous le bac général il me semble. D'accord, ouais, d'accord, ok. Donc c'était un bac, voilà, donc c'était l'ancien bac S scientifique. Avec on va dire une majorité de maths, de physique et de sciences et vie de la Terre, SVT. Et du coup après mon but c'était d'aller vers une école d'ingénieur pour parce qu'il y avait pas, enfin disons que on va dire que les conseillers à l'école, quand tu leur disais que tu voulais bosser dans le milieu des parcs d'attractions, ils savaient pas trop quoi dire. Exactement. Donc il y avait pas vraiment d'école spéciale, alors que maintenant ce qui est pas trop mal, et de ce que j'ai vu dernièrement, c'est qu'ils essayent de faire des choses aux Pays-Bas, en tout cas en Europe. Il y a Breda notamment cette école-là. Oui. Ils essayent de mettre un petit peu certaines activités, certains métiers en avant pour le milieu du loisir. Mais c'est vrai que dans la technique, j'ai suivi finalement un parcours assez classique, donc un parcours en 5 ans école d'ingénieur. Et là où j'ai eu beaucoup de chance du coup de faire mon premier stage, on va dire, au parc d'attractions Le Pal, qui m'a mis vraiment le pied dans le milieu, parce qu'il faut savoir que dans ce milieu-là, comme tout le monde, comme c'est un petit milieu, tout le monde se connaît très vite, que ce soit en France ou en Europe ou même ailleurs. Finalement, les connexions se font par l'intermédiaire de gens que un tel connaît un tel. Donc ça peut aller très vite, hein. On peut vraiment connaître des gens qui peuvent bosser sur des projets, par exemple pour Dubaï, alors que on connaît un Français ou quelqu'un qui travaille en Europe, qui travaille pour ou avec ou qui a déjà travaillé pour telle ou telle personne. Et c'est vrai que c'est hyper important, hein, les contacts. Même là, avec l'exemple de Vincent qui a rencontré Daniel, et finalement ça a été la porte d'entrée dans le monde des parcs, quoi. Du coup, oui, effectivement, du coup, j'ai rencontré, on va dire, durant mon stage, j'ai eu la chance de suivre 2 inspecteurs du TÜV à ce moment-là, et dont l'un des 2 inspecteurs qui était à ce moment-là au PAL, ce jour-là, j'ai toujours gardé très bon contact avec. Il n'est plus au TÜV, hein, il est au sein du groupe. Est-ce que tu sais nous dire ce que c'est le TÜV pour les gens qui éventuellement ne connaissent pas rapidement, hein, très très rapidement? Oui, voilà, en fait, c'est un organisme de contrôle qui va s'assurer, en tout cas pour le côté parc, qui va s'assurer annuellement que tout se passe bien en termes d'entretien, qu'au niveau du maintien de l'attraction, c'est fonctionnel, c'est toujours safe. Et voilà, et ce sont les personnes qui vont dire en gros d'ajouter tel ou tel élément pour assurer la sécurité ou pour renforcer ou pour améliorer certaines choses sur l'attraction, en tout cas pour la sécurité. Donc voilà.
Et du coup, donc cette personne qui est au sein du groupe Looping, avec qui j'ai toujours contact, qui effectivement, on va dire, voilà, c'est toujours important d'avoir encore une fois plus des contacts parce que ça permet d'ouvrir des portes à tel ou tel parc ou telle direction. Et c'est vrai que ce stage au PAL m'a permis de mettre vraiment un beau pied dans l'étrier. Qui plus est, le directeur du PAL est aussi la personne qui est à la tête du SNELAC en France. Le SNELAC, c'est un regroupement, on va dire, des parcs d'attractions et de loisirs français. Et tous les ans, ils se réunissent avec un petit salon où certains constructeurs ou fournisseurs peuvent être présents. Et du coup, c'est vraiment un événement à ne pas louper pour se faire des contacts et pour agrandir les réseaux. En plus, c'est français et je veux dire, enfin en France, c'est encore, vraiment tout le monde se connaît quoi. Je veux dire, c'est quand même il y a beaucoup de parcs, mais vraiment tout le monde se connaît en France. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui discute avec nous, par exemple, et très vite une autre personne peut se joindre à la discussion et du coup on peut aussi apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres directeurs techniques, etc., etc. Et donc essayer de discuter avec ces personnes-là pour du coup avoir des connaissances. Et donc t'agrandis ton réseau et ça agrandir le réseau, voilà. C'est ça, et ça augmente les opportunités et tout ça quoi. Et ça va très vite. Et bon comme dit, comme c'est un petit milieu, il faut être sérieux parce que ça va aussi très vite dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si on fait une merde, on peut aussi très très vite descendre la réputation. Donc c'est important vraiment de rendre service jusqu'au bout et du coup d'apporter cette qualité de service. Donc ça c'était pour le PAL et après mon stage de fin d'études, ça s'est fait à Olovis, qui est une entreprise donc qui se situe en Angleterre et qui a plusieurs, on va dire, bureaux dans le monde. Que ça soit dans la partie asiatique ou la partie américaine ou la partie Dubaï, ils ont plusieurs bureaux pour servir, on va dire, l'international. Et c'est une entreprise en fait qui va travailler sur tout ce qui est médias, projection, mapping, light show, enfin tout ce qui va, voilà, on va vraiment habiller l'attraction à Olovis et j'ai pu participer sur de beaux projets tels que Mission Ferrari parce que maintenant c'est ouvert. Ça y est. ça y est, c'est ça, voilà. C'était une sacrée aventure. Et donc oui, c'était plutôt intéressant. Pareil, donc là ça permet vraiment de s'ouvrir à l'international et ça m'a permis d'améliorer, on va dire, nettement mon anglais, sachant que j'étais meilleur avant en allemand qu'en anglais. Et là maintenant c'est l'inverse. Ouais. Exactement. Là voilà, bon, maintenant on peut tout se faire en anglais, je veux dire, enfin c'est vrai que l'anglais c'est quand même primordial pour travailler dans ce domaine. Donc oui, c'est très important. L'allemand, ça reste quand même important parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de constructeurs allemands et souvent les Allemands aiment bien quand même quand on parle allemand. C'est ça. Puis il y a plein de gros parcs en Allemagne quand même aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais un peu bosser l'allemand. Mais c'est vrai que ce dernier stage en Angleterre, ça a switché exactement. Je peux toujours comprendre ce qu'on me raconte en allemand, mais c'est vrai que répondre, ça devient un peu compliqué, mon allemand étant un peu rouillé. C'est vrai que les langues étrangères, faut pratiquer au quotidien pour maintenir un bon niveau. Exactement, oui. Et on le voit d'ailleurs parce que c'est pareil en anglais. Après, voilà, on développe un certain vocabulaire.
et on parle toujours de la même chose. Au final, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Et donc après, ça devient assez fluide. Donc, ça devient assez fluide et on peut vraiment tenir des discussions techniques et plus poussées qu'au départ. Mais c'est vrai que les premiers jours à Lovis, disons que voilà, c'était comme ça. Tu m'étonnes. C'était voilà, c'était l'Angleterre. Là, t'es obligé de parler anglais parce que de toute façon, t'es en plein dans le pays, donc ouais, complètement. donc voilà, hein, c'était pas non plus la frontière, on va dire, avec la France. Hein, c'était pas directement après la Manche, non, c'était vraiment au milieu. Olovis se situe, oui, on peut le dire, au milieu de l'Angleterre. Hein. Donc voilà. Mais c'était une très belle aventure et pour ça, je remercie Olovis de m'avoir fait confiance pour me prendre en stage. Et en tout cas, c'était une très belle expérience. Et on a pu, j'ai pu toucher à beaucoup de projets. Hein. C'était ça aussi qui était intéressant à Lovis. Alors c'est vrai que il y avait pas forcément beaucoup de liens avec ma formation d'ingénieur mécanique, bien que derrière, pour tenir tout ce qui est vidéoprojection, etc. Même les écrans, j'imagine, il y a une structure, il y a tout ça. T'as toujours des structures, mais disons que les calculs, on va dire, sont beaucoup moins poussés. Que sur une attraction. Que sur une attraction, bien évidemment. C'est du fait qu'il n'y a pas de dynamique, c'est ça? C'est parce que c'est. Oui, voilà, ça reste en fait, on va dire, de la charpente, classique, donc avec des poutrelles qu'on connaît bien, etc. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des calculs, il y a vraiment des clients qui peuvent demander et exiger une note de calcul sur la structure pour savoir si tout tient avec des coefficients de sécurité parce qu'il y a les passages de ride qui passent en dessous, etc. Donc il faut quand même un minimum que ça soit solide. Mais comme dit, il n'y a pas de... Comme en général, les structures qui tiennent les dômes ou les vidéoprojecteurs ou tout ce qui est light show, etc., sont indépendants de la structure du ride, donc sont indépendants des vibrations. Okay, bah. Donc il y a moins de contraintes, on va dire. Et donc le calcul est plus facile à résoudre, mais néanmoins il y avait certains clients bien sûr qui étaient assez exigeants et qui demandaient bien sûr une note de calcul complète et tout ça et pareil plusieurs plans à dessiner d'implantation de tel ou tel élément, des recherches de solutions forcément techniques pour implémenter ce que souhaite le client. Donc c'était quand même très intéressant parce que ça m'a permis de faire un lien, on va dire, avec la partie un peu créative, mais pas forcément rentrer dans la partie créative au sens design du terme comme Vincent. Donc voilà. Et suite à ce stage, du coup, tu as eu ton diplôme. C'est ça, oui, ingénieur. En 2017, oui, et je suis devenu ingénieur et j'ai très vite trouvé, par chance, par chance et par aussi moyen, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup. On peut avoir de la chance, mais des fois on peut aussi. On la provoque, hein, bien sûr. On a été ensemble. Hein. On était allé à l'IAPA ensemble. À l'IAPA, oui, de Berlin à ce moment-là. C'était ça, en 2017. Et du coup, j'ai déposé quelques CV à droite à gauche. Et du coup, j'avais deux choix, j'avais deux opportunités à ce moment-là. C'était soit, je faisais partie de l'un des premiers employés de Futuroscope Maintenance et Développement, qui ne s'appelait pas forcément à l'époque, c'était en projet, donc c'était pas forcément sûr que le projet allait avoir lieu, voilà. Donc on m'avait dit on est en train de travailler sur une entreprise annexe du Futuroscope qui va bosser bien sûr sur les projets du Futuroscope mais aussi des autres projets, et c'est vrai que c'était très intéressant. Mais il y avait un autre choix aussi qui était donc Reverchon,
une entreprise d'attraction française. C'était beaucoup plus focalisé sur ce que tu voulais faire, quoi. Et c'était plus focalisé effectivement sur la partie mécanique, la partie technique pure et dure, je dirais, de la conception d'un roller coaster, on va dire de A à Z. Bien que voilà, ce sont des produits, alors comme dit, les wheel mouse ou les spinning wheel mouse de Reverchon, ce sont des produits qui finalement sont complexes de par le nombre de zones de blocs, parce qu'il y a plusieurs trains sur le parcours. Il y a plusieurs trains, oui, exactement. Et du coup, il y a tout un automatisme derrière. Voilà. Mais c'est vrai que c'est presque 4 ans à Reverchon. Ça m'a permis de voir pas mal de choses, pour se débrouiller, avec la sous-traitance, tous les sous-traitants, tous les fournisseurs, gérer vraiment un projet t'as pu vraiment avoir les mains dans le cambouis, quoi. Exactement. On va développer tout ça encore après sur le métier d'ingénieur, exactement ce que tu y as fait et tout ça, quoi. Voilà, et donc ça, et puis bon, pareil, là aussi, il y a eu des contacts forcément qui ont été pris, et puis bon, de plus en plus d'expérience, de plus en plus de monde rencontré, que ce soit des fournisseurs qui travaillent aussi, que ce soit qui travaillent pour d'autres gros constructeurs européens, et donc ça permet encore une fois d'étendre son réseau plus à l'international pour le coup, et à la fin donc de ces 4 ans, on a du coup développé avec certains collègues notre propre entreprise, qui est en fait, voilà, notre propre entreprise, donc INS Rides, qui va en fait s'occuper de tout ce qui est réhabilitation dans un premier temps, mais on compte bien et on avance vers ce pas pour créer nos propres produits. Génial. Eh ben, sacré chemin, sacré parcours, hein. Bah oui. Alors après, bon, c'est vrai que on va dire qu'il y avait peut-être, c'était un peu plus linéaire. C'était peut-être un parcours un peu plus classique. C'est vrai que toi, t'avais l'objectif dès le début. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on fait ingénieur mécanique, souvent on pourrait dire qu'on finit chez Airbus. Alors attention, c'est pas péjoratif. Non, bien sûr. Il y a des gens qui sont bien sûr passionnés par l'aéronautique. Mais ce qui est bien dans une attraction, et surtout d'être dans une petite entreprise, surtout INS Ride, puisqu'on est que 3 pour le moment. En fait, c'est là où finalement on doit vraiment développer d'autres compétences qu'on apprend à l'école, puisque on doit finalement tout gérer de A à Z. On doit avoir quand même une bonne compréhension en électronique, en automatisme, même si c'est pas nous mêmes qui le faisons. On est obligé de donner les bonnes directives pour que ce soit bien fait. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, donc c'est je dirais d'autant plus intéressant de travailler dans une petite entreprise pour se former finalement un peu à tout plein d'activités que regorge le métier d'ingénieur, et pas finalement seulement que des calculs, puisque il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que c'est important, ça fait partie du boulot d'ingénieur, l'ensemble des calculs. Ouais. Tout à fait. Alors du coup, maintenant on a vu le métier créatif de Vincent, de l'autre côté de l'équation, la technique, et au final au milieu, il y a encore des métiers qui arrivent, comme par exemple les architectes. Alors je vais aussi un petit peu donner mon parcours de comment j'en suis devenu architecte theme park designer. C'est un nom très très long. À chaque fois que dans la rue des gens qui sont pas forcément passionnés de parc, je leur donne le nom complet, ils disent quoi? Et donc et bien en fait on a un truc commun tous les trois, j'y avais même pas pensé, c'est que notre passion est née d'Europa Park. Parce que j'ai également grandi en Alsace, donc pas très loin de ce parc. On y allait
tous les ans en famille. Et alors j'appréciais y aller sans forcément y développer une passion au départ. Et c'est quand j'ai commencé finalement à avoir l'âge d'y aller sans mes parents, où j'ai commencé à y aller de plus en plus souvent et à taper un peu sur Internet. Tiens, quand est-ce qu'elle a ouvert cette attraction? Et c'est là que je tombe sur, tiens, Euromir, c'est fait par McRide, mais c'est quoi McRide? Et de fil en aiguille sur Internet, je suis tombé sur des forums, sur des choses comme ça. J'ai rencontré d'autres passionnés. C'est là que vraiment le kiff des parcs est arrivé. Et dans cette même période, j'étais au lycée et je commençais à réfléchir à mon avenir. Qu'est-ce que j'allais faire? Et avec cette passion, je me dis ça va être fantastique de travailler dans la conception de tout ça. Le problème, c'est qu'à l'époque, je connaissais pas tellement de métiers. Je savais même pas qui intervenait là-dedans. Et je pensais au départ partir vers un métier d'ingénieur. Puisque c'était le truc que je connaissais et finalement le déclic ça a été suite à un meeting en 2012 à Europa Park où j'ai eu l'occasion de rencontrer l'architecte d'Europa Park à l'époque, Frédéric Pastuzac, donc qui a travaillé sur Wodan et Arthur. Et c'est là que je me dis dans la salle, quoi, il est architecte, mais depuis quand il y a des architectes dans les parcs, je savais pas. Et je suis allé le voir à la fin de la conférence et je lui ai dit écoute, j'ai envie de faire ton métier. Voilà, t'es direct. Comme quoi, alors ça c'est un premier conseil pour ceux qui aimeraient faire ce métier-là, c'est faut avoir du culot. Allez-y, allez voir les gens. Au pire ils vous disent non. Voilà, mais du coup, comme tu l'as dit Seb avant, on peut créer sa chance. Et c'est là que donc j'ai eu ce premier contact et au final on est resté en lien avec Fred. Il m'a donné des infos, quelles études faire, donc les études d'architecture et il m'a aidé tout du long et donc je me suis lancé au lycée à faire un bac STI 2D. Donc c'était encore très récent, j'étais que la deuxième promo à faire ce bac-là. C'est un bac technologique, je sais pas s'il existe encore. C'est sciences techniques de l'industrie et du développement durable. Alors c'est un nom très très compliqué. C'est assez proche d'un bac S. Mais en fait, il y avait une particularité technique qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une option architecture et construction, qui me permettait déjà de me spécialiser un petit peu là-dedans. Et après l'obtention du bac, je suis rentré en école d'architecture, donc c'est 5 ans d'études où on apprend donc ce métier qui est un peu à cheval entre on fait de la création, mais il y a du fonctionnel, on tient compte un peu de la structure, on est un peu au milieu de toutes ces choses-là. Et en fait, pourquoi le métier d'architecte en fait dans les parcs, c'est parce que j'avais envie d'avoir un peu une vue d'ensemble d'un projet. J'avais envie de toucher un peu à tout, j'avais du mal à me décider et en fait l'architecte a cette possibilité d'être parfois un petit peu le chef d'orchestre de par cette position un peu au milieu de cet intervalle créatif technique et donc de faire le lien finalement entre les designers et les ingénieurs en quelque sorte. Et suite alors du coup durant mes études j'ai pu un petit peu me spécialiser via des stages. J'ai pu faire un stage ouvrier avec Universal Rock, donc ceux qui font des décors en D'ailleurs, c'était rigolo parce que c'est vrai que ce qu'on a oublié de dire, c'était qu'on avait été à l'EAS, puisque à l'époque, ça s'est pas encore l'IAPA Europe. C'était pas l'IAPA Europe, c'était l'EAS, donc pour Euro Attraction Show. Et en fait, c'était assez rigolo parce que pour la petite anecdote, au début, on voulait commencer par du français pour se faire un peu la main. Et puis d'un seul coup, on est tombé sur Holovis dès le début. Et hop, ça parle anglais. Et à la fin, on est tombé sur Universal Rock. En fait, que complètement par hasard, ils avaient fait Taron, etc. C'est ça. Nous, on regardait juste les brochures, on se dit, c'est marrant, ils ont fait Taron. Et il y a quelqu'un qui arrive, Eric Nadeau, qui vient nous accueillir et tout, et qui nous simplement était très sympa. C'est vrai qu'on n'osait pas déranger. On s'était dit on n'est pas là pour le business et puis finalement ça fait un contact. Et c'est vrai que c'est via ce contact-là que j'ai pu faire ce stage. En plus, belle opportunité. C'était une période où Universal Rock travaillait à la fois sur Voletarium à Europa Park et sur la réhabilitation de Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Et donc j'ai pu être sur les deux. Alors quel kiff de pouvoir se balader sur le chantier et de fabriquer des décors. J'ai pu peindre une façade comme toi Vincent et puis entre-temps ils l'ont repeint.
par-dessus d'une autre couleur. Mais j'ai encore les taches de peinture sur mes chaussures de chantier que je garde en souvenir. Et Pirates des Caraïbes, j'ai pu faire un ponton. Donc c'est un petit décor, mais c'est vrai que c'est la petite fierté de se dire que voilà, il y a un élément de décor que j'ai pu vraiment construire de mes mains. Et c'était intéressant parce que ça donnait vraiment en fait la vision du chantier. Ça permettait de sortir de l'école et de voir en fait que moi, ce que je vais dessiner plus tard, eh ben, il y a des personnes qui vont devoir le construire. Et donc, ça permet de se rendre compte de cette réalité-là. Et ensuite, j'ai pu faire un deuxième stage, cette fois-ci en bureau, à la Compagnie des Alpes, que j'avais fait avec Julien Simon et Fabien Manuel. C'était un stage très très intéressant. J'avais pu bosser sur une sorte de fête foraine sédentarisée au Portugal, et donc je devais m'occuper de faire le master plan de tout ça. Et c'est là que j'ai appris mes premières bases de master planning. Donc c'était très intéressant. Et ensuite, donc suite à l'obtention de mon diplôme, et ben j'ai été engagé par Frédéric, justement, que j'ai gardé en contact pour travailler donc dans son entreprise qui s'appelle Atelier F, qui est basée à Dubaï, et on travaille maintenant ensemble depuis un peu plus de 2 ans sur des projets de parc un petit peu partout dans le monde, quoi. Et voilà, comme ça, on a nos 3 parcours à chacun, avec ce même point de départ qui est cette souris allemande qui a initié nos passions. C'est vrai que moi, c'était aussi assez linéaire. Je savais dès le début que j'avais envie de faire ça tout de suite, et via les contacts, c'est ça qui a été déterminant, parce que ça a permis de se faire de l'expérience professionnelle là-dedans, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et maintenant qu'on est professionnel, en fait, ça consiste en quoi nos métiers? Je pense qu'on peut chacun à tour de rôle en parler. Peut-être Vincent, tu peux commencer. C'est quoi le métier de designer dans les parcs? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ça change un peu. Ça change un peu. Ouais, à chaque projet, ça peut être. C'est vraiment si quelqu'un avait envie de faire ton métier, il faut qu'il s'attende à quoi? Parfois, ça peut être juste dessiner un accessoire. Ça peut être décider de petites choses. Là, parfois, ça peut être dessiner tout un bâtiment. Ça peut être dans la période de Blue Sky, avant, si on a de la chance et qu'on a le temps, on peut se permettre d'inventer des attractions, des décors qui sont pas prévus, qui sont juste là. Voilà, si on a des idées, c'est toujours bienvenu aussi. C'est vraiment le moment où tu peux te lâcher, quoi. Tu peux pas réfléchir à tout ce que tu veux. C'est ça, c'est vraiment le moment où on peut créer à 100%, et en sachant que ce qu'on va faire, il y aura 90% ou 0% qui va être gardé, quoi. Qui va être gardé. Il y aura jamais 100% de toute façon, ça c'est non, sûr. clairement. Mais ça va t'aider dans ta réflexion. C'est ça. Et puis c'est là où on essaie aussi d'amener de nouvelles choses au patron. Mais après, on voit pas que c'est un cas un peu particulier, parce que du coup, c'est géré par une famille. Bien sûr. Donc, on va toujours présenter les projets à la famille, et la famille en discute entre eux, et c'est eux qui prennent tous les choix. C'est ça. C'est le client, finalement. Tu travailles directement pour le client. C'est ça. Pour les montagnes russes, alors c'est pas nous qui décidons. Moi, je suis pas un expert en montagnes russes. Pour ça, on a d'autres corps de métier à Europa Park qui sont plus spécialisés pour tout ce qui est montagne russe. Donc Patrick Marx, entre autres. Je pense que ceux qui regardent VJoy le connaissent déjà. Ils doivent le connaître, bien sûr. Voilà. Lui, comme il est très proche avec la famille Max, et lui aussi, il décide souvent ensemble. Faire le pont avec futur, tout ça. Ouais. Mais après, ça, c'est plus de côté montagne russe. Après, pour les décors, oui, là, on a notre équipe de designers. On est à peu près 9, ça change assez régulièrement. Notre directeur artistique, qui lui est là plus pour valider nos projets, mais il est vraiment cool. C'est vraiment le meilleur directeur artistique qu'on puisse imaginer, qui ne met pas la pression, qui est toujours de bonne humeur. C'est agréable. Toujours nous motiver. Donc ça, on a vraiment une très bonne équipe. Je suis très content de bosser là-bas pour ça. Et donc ton métier au quotidien, c'est vraiment c'est de dessiner. C'est vraiment t'es sur une tablette graphique et tu fais vraiment de tout, quoi. Et c'est ça. Et moi, je suis spécialement sur Photoshop parce que je suis plus illustrateur que graphiste. J'ai pas une vraie formation de graphiste. Les graphistes, ça peut être Illustrator, c'est ça? Ou peut-être encore autre chose? Du graphic design, en fait, c'est vraiment illustration et graphic design. On a tendance à les mélanger un peu parce qu'on
des métiers qui se ressemblent un petit peu. Bien sûr. Mais c'est pas du tout le même savoir-faire. Pour le graphic design, il faut savoir gérer la typographie, il faut savoir gérer la composition, un texte, en fait, une présentation de texte. Il y a tout un aspect informatif en plus du design, quoi. Et ils vont travailler aussi sur tout ce qui est je ne trouve pas le mot en français maintenant. Les panneaux dans les parcs, les choses comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, que ce soit thématique ou pas, hein, ça peut être des choses purement fonctionnelles, mais c'est aussi pour les éléments thématiques. Il faut quand même que ce soit un graphiste qui le fasse, parce que en tant qu'illustrateur, on n'a pas forcément l'information pour savoir qu'est-ce qui va être le plus lisible, genre vu de loin, ou qu'est-ce qui va être le plus clair à lire. Moi, je l'ai appris seul, ce savoir-là, parce que quand j'ai fait les affiches, par exemple pour Little Red Door, c'était du mélange de graphic design et d'illustration. Bien sûr. Et je l'ai appris tout seul, mais j'ai pas eu de formation vraiment poussée là-dessus, donc je peux pas me permettre de faire ça. Et ça m'intéresse moins. De toute façon, je préfère faire du dessin. Et d'un autre côté, un graphic designer, souvent ils sont un peu entre deux. Hein. On est tous dans l'équipe là, on a des graphic designers, on a des illustrateurs, il y en a qui font un peu les deux. Mais en illustration, il y a des savoirs. Enfin, c'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie. Hein. L'illustration, on n'aura jamais fini de l'apprendre. Tu fais que progresser continuellement. C'est ça. Par exemple, je sais pas savoir dessiner des reflets d'eau mouvantes, ou savoir dessiner, je sais pas, un éclat de confetti, des choses comme ça. Il faut savoir quel outil utiliser sur Photoshop pour aller le plus vite possible pour représenter ces choses-là, comment la lumière va agir selon tel ou tel temps, tel ou tel éclairage, etc. Tous ces savoirs-là, c'est des choses qu'on apprend en illustration, qu'on apprend toute sa vie, parce qu'on peut pas tout apprendre. Puis j'imagine qu'il faut être très curieux et très observateur, de voir à quoi ça ressemble vraiment, un reflet sur l'eau, ce genre de choses. Et il faut être très curieux de tout, il faut jamais être bloqué sur un truc. Alors il y a forcément des domaines qui nous intéressent plus que d'autres, mais on peut pas rester bloqué sur, je sais pas, l'architecture baroque par exemple, parce que ça nous intéresse. Il faut aussi s'intéresser à des maisons, je sais pas, plus rustiques, médiévales, anciennes, antiques, futuristes. Et il faut savoir s'adapter en fonction de la demande et de trouver les visuels qui sont les plus pertinents possibles. Et du coup, on passe beaucoup de temps en recherche aussi. Hein, on fait beaucoup de recherches sur Internet pour trouver des bâtiments, des références, etc., qui vont nous servir pour créer. Et peut parfois aussi trouver des idées, parce que on trouve parfois des bâtiments assez incroyables qui existent déjà. Oui, c'est vrai. Qui peuvent nous aider. Pour Europa Park, du coup, c'est pour moi c'est ça qui est génial, c'est que c'est un vrai parc à thème, dans le sens où il y a des quartiers thématiques avec chaque fois une architecture différente dans chaque pays. Et la difficulté, c'est de trouver qu'est-ce qui fait l'identité d'un pays à l'international, qu'est-ce qui va représenter l'Italie, la France au niveau architecture, et qu'est-ce qu'on va choisir parmi tout le panel d'architecture différente pour chaque pays. Qu'est-ce qui va être le plus soit, je dirais, assez cliché, pour vraiment rentrer dans l'image qu'on se fait du pays, quoi. C'est ça. C'est iconique. Je pense que c'est le mot. C'est le mot, ouais. Souvent, parce que c'est quelque chose d'iconique. Ça va vraiment donner directement une idée à travers la forme d'un bâtiment, sa couleur, etc. Ça va directement faire penser à un pays sans être un pro de l'architecture. Bien sûr, mais c'est vrai que rien qu'on peut rendre Paris, tout de suite on pense au toit haussmannien, ce genre de choses, les monuments. C'est ça. Donc, il faut jouer avec les clichés, il faut savoir s'adapter. Moi, il y a des choses, par exemple, qui m'intéressent moins. Par exemple, la science-fiction, c'est pas un univers qui m'intéresse. Si je devais travailler sur une attraction de science-fiction, je serais un peu perdu et je devrais faire beaucoup plus de recherches que quelqu'un qui est déjà passionné par ça. Mais si j'ai pas le choix, je le ferai mais t'as la capacité de le faire, en tout cas, tout à fait. C'est ça. Et donc, si maintenant, là, on imagine que on fait vraiment la conception à nous trois, je sais pas, d'une attraction. Donc toi, au départ, tu vas faire les premiers dessins. C'est vraiment par toi que ça va commencer, quoi, finalement. Les premières illustrations, tout ça. En tant que concept designer, bon, il y a la partie décorative, mais on va aussi penser à l'aspect storyline, à tout ce qui est. On va raconter une histoire dans une attraction. C'est ça. Le but, en tant que concept designer, c'est de transporter les gens en dehors du réel, de leur faire vivre une fiction comme quand on irait au cinéma et qu'on vit une histoire à travers un film. Là, on va raconter une histoire, faire vivre des émotions aux gens à travers une attraction. Et bon, plus on va aller loin dans la storyline, plus ça va coûter cher, parce que plus il y aura de décors,
Plus il y aura d'effets spéciaux, toutes ces choses-là, ça coûte très très cher. Et du coup, on essaie au moins de rendre l'ensemble cohérent. Ouais, donc là, si maintenant je devais inventer une montagne russe, avant même de faire appel à un ingénieur, je chercherais qu'est-ce que je veux raconter aussi niveau sensation, en fonction de ce que moi je connais déjà de sensations avec des montagnes russes qui existent déjà, ou avec des systèmes de dark ride si on veut faire un parcours scénique. Je vais chercher des choses qui existent déjà. Le ride system sera le moyen pour raconter cette histoire. Et donc, en fonction de l'histoire que tu voudras raconter, ce sera le choix. Et aussi au niveau à quel public on s'adresse. Si on fait une attraction pour enfants, on va pas faire une montagne russe de type Silver Star. Oui, c'est sûr. On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse la faire. C'est sûr. Et c'est sûr que oui, le petit dark ride familial, il sera pas sur le thème de saut. Clairement, on le mettra sur autre chose. Mais c'est d'ailleurs un bel exemple, par exemple, de choix de design par rapport au public visé. Je donne souvent le Walibi Belgium. On regarde Tiki Waka, qui lui est beaucoup plus familial. Et ben, il est dans des couleurs joyeuses, avec des formes un peu rondes, sympathiques. Et à côté, on va avoir Conda, où là, c'est beaucoup plus terne. Il y a des pics. Tu vois, c'est tout de suite vrai que esthétiquement, on comprend que le grand 8 sera beaucoup plus intense, quoi. Ouais. Et en même temps, ça peut être un bon moyen de manipuler aussi un peu les gens. Bien sûr. Par exemple, des gens qui pourront avoir des enfants, surtout des enfants, qui vont avoir facilement peur d'une montagne russe. Si elle est faite avec des couleurs vives et un peu criardes, ça va tout de suite plus les attirer que si elle était en couleur rouille ou noire. Voilà. Et la couleur a beaucoup d'influence sur les gens. Et les formes aussi, du coup, les volumes, bien sûr. Si on fait des maisons un peu arrondies, un peu tordues, on va tout de suite avoir un sentiment d'innocence, un peu quelque chose de plus mignon que si on fait des lignes droites et un peu agressives. Tout de suite là, ça change un peu l'ambiance. Et donc tout de suite, en fait, dès le départ, l'histoire, l'émotion, le public, tous ces éléments-là, tu fais ta liste de courses et ça justifie après tes choix derrière en design, quoi. C'est ça. Et puis bien sûr après là, à Europa Park on fait plutôt l'inverse. En général on suit plutôt les ingénieurs qui ont les projets. Ça dépend vraiment de la gestion du parc dans lequel on travaille. Ça dépend, et ça dépend aussi des fois si le parc est plus dans la balance du côté parc d'attraction ou du côté parc à thème, parce que du côté attraction on va se dire ok, qu'est-ce qu'il nous faut comme attraction et voyons ce que comme thème qui irait dessus, alors qu'à l'inverse si on va plus du côté par exemple de Disney ou d'Efteling, quelle histoire on va vouloir raconter, et l'attraction s'avère être un bon moyen de raconter cette histoire, et donc on choisit en fonction de ça. Un exemple ce que je donne aussi avec ça, c'est à Disneyland Paris, on a It's a Small World et Pirates des Caraïbes qui sont vraiment pas loin, c'est exactement la même attraction au final si on parle juste du ride system, mais par contre c'est deux expériences totalement différentes de par l'histoire qu'ils ont envie de raconter à l'intérieur. C'est vrai. Et donc, à part qu'il n'y a pas de chute dans... Alors, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chute dans It's a Small World, exactement. Et donc, je récupère le flambeau, tu me le donnes, de la conception, voilà. Et donc, à ce stade-là dans l'attraction, finalement, c'est là que j'arrive, puisque tu vas donner les bases avec la storyline qu'on aurait pu éventuellement travailler ensemble. On a les premières esquisses. On est d'accord sur une idée d'attraction. Et mon travail en tant qu'architecte, maintenant, ça va être de commencer à donner des dimensions, du volume à tout ça. Je suis à cheval entre l'esthétique et le fonctionnel. Donc l'esthétique, c'est parce que simplement, il y a cette phrase très connue de la forme suit la fonction. On va dimensionner une file d'attente, on va vraiment donner des valeurs, un volume à tout ça, et ce volume après va avoir un esthétique. Par exemple, on va faire un flying theater, ça demande de faire un très grand bâtiment, alors que si maintenant on fait un grand 8, on peut peut-être l'avoir complètement d'extérieur, mais ça se trouve c'est un grand 8 indoor, donc il va falloir faire un bâtiment. Donc il y a plein de choses comme ça où les choix finalement fonctionnels vont induire sur l'esthétique. Donc il y a un travail autour de tout ça, et il y a l'aspect fonctionnel, peut-être un peu comme un graphic designer, il faut que ce soit pratique. Et quand je conçois ou je travaille sur une attraction, il faut que on sache où est l'entrée, il faut pas qu'on réfléchisse très longtemps, même au-delà de l'attraction, dans la zone, il faut que ce soit
faut que ce soit pratique, autant pour les visiteurs que pour le personnel qui travaille ici, puisque il faut que l'espace d'accueil soit bien pour eux, qu'ils aient une salle de pause, qu'ils soient pas forcément visibles, que les pompiers puissent accéder. Il faut bien dimensionner les restaurants, qu'il n'y ait pas des grandes files d'attente. Pareil, la file d'attente de l'attraction, il faut qu'elle soit adaptée à la popularité prévue de l'attraction et au débit de cette dernière. Donc il y a toute une phase fonctionnelle où moi j'ai beaucoup travaillé avec souvent au départ un peu des tableaux Excel où je vais noter les capacités de chaque attraction sur lesquelles je travaille, et en fait il y a des tableaux tout faits qui te permettent sur des statistiques d'autres parcs sur plusieurs années de te sortir autant de mètres linéaires de file d'attente, etc. Et donc on va un peu plus en tant qu'architecte compter les choses, mais la mission c'est vraiment que ce soit réalisable et qu'on soit le plus proche possible, voire même à l'exactitude du concept art que j'aurais récupéré de Vincent et des premiers designs, etc. Et une fois que les plans sont faits, donc ça va pas forcément être des plans qui vont être construits tout de suite, c'est vraiment des plans fonctionnels avec des élévations, ce genre de choses, où la storyline est très importante, parce qu'en fait les storylines, elles sont pas forcément faites uniquement pour que les visiteurs on leur raconte une histoire, mais elles sont faites pour nous, pour justifier aussi tout ce qu'on va faire. Et au-dessus de la storyline, il y a même le mot qui est principal, c'est le thème global d'une attraction qu'on va faire, puisque si on prend un exemple avec par exemple Disney Animal Kingdom, le thème du parc, c'est la relation avec les animaux et le retour à la nature. Et ben, si maintenant je fais juste une porte dans mon attraction, qu'on verra dans la file d'attente, et ben cette porte, elle sera plutôt en métal, elle sera plutôt en bois. Et ben, on se base sur le thème relation avec la nature, ben tiens, elle sera peut-être plutôt en bois. On va voir la clenche de la porte. Est-ce qu'elle sera plutôt en bon état? Est-ce qu'elle sera rouillée? Retour avec la nature, plutôt rouillé. Donc tous les choix comme ça sont justifiés, et ensuite c'est à nous de décider, est-ce que on raconte tout aux visiteurs avec peut-être un panneau à l'entrée, quelque chose comme ça, avec la file d'attente, des pré-shows, plein de choses, ou est-ce que on reste assez passif dans la narration et c'est aux visiteurs de faire un travail d'archéologue? Finalement, il y a ça, chaque parc, chaque concepteur a un peu sa vision de la chose. Mais après, il y a un truc un peu spécifique avec toi aussi, c'est que en plus d'être architecte, toi tu dessines en plus, tu sais dessiner. C'est vrai, oui, parce que c'est vrai que c'est une compétence que j'ai qui me plaisait aussi du dessin, parce que finalement les études, ça nous donne une base à chacun, et ensuite vient les compétences. Et comme tu l'as dit aussi Vincent avant, il y a des choses que t'as pas forcément appris à l'école, mais t'aimes bien, ou ça t'intéresse, et donc tu l'as appris par toi-même, que ce soit au travail, que ce soit à côté. Et donc c'est vrai qu'on peut développer des compétences qui sortent peut-être un peu de notre travail, tout comme moi j'aime bien dessiner à la tablette graphique, j'aurais pas le niveau d'un designer pour faire des concept art, mais ça m'aide beaucoup dans mon travail de conception, et tout comme un designer peut tout à fait avoir des connaissances dans le fonctionnel et faire des plans qui soient tout à fait utilisables et pratiques. Et donc en fait finalement on a chacun à la base les bulles avec nos études, et après Sébastien va parler de la sienne, mais on peut un peu se mélanger chacun avec les compétences, et les métiers se chevauchent un petit peu, quoi. Je dis ça parce que les architectes avec qui nous on travaille, il n'y en a aucun, je pense, qui soit dessinateur, vraiment. C'est vraiment alors c'est des très bons architectes pour le coup, mais qui ont pas le savoir artistique, en tout cas le goût pour l'artistique derrière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de va-et-vient entre eux et nous. Forcément parce qu'eux ils ont un savoir que nous on sait pas. Ne serait-ce que par exemple la largeur minimale d'une file d'attente, quand on va designer une file d'attente, il faut savoir que il faut que la file d'attente fasse une telle distance. Donc nous sur nos plans, parce qu'on fait aussi des plans, même si on n'est pas aussi avancé que les architectes, on essaie de faire au moins des plans pour que ça rentre dans le domaine. Et après il y a des choses à savoir, genre est-ce que les gens peuvent toucher le décor depuis la barrière de la file d'attente, auquel cas il faut soit mettre une vitre ou une grille, ou alors on met le décor plus loin s'il y a de la place, ou alors le décor il est indestructible, quoi. Ou ça, oui. Mais forcément si c'est des accessoires très chers, on va les mettre très très loin. Oui, parce que bon, malgré que le fait que 90% des visiteurs soient assez respectueux, il y a toujours une minorité qui va essayer de toucher, de rayer, des choses comme ça, donc on essaie d'éviter ça, quoi.
Mais tout à fait. C'est vrai que c'est un bon exemple. C'est vrai que dans le cas de l'architecture, mais peut-être dans vos métiers aussi, c'est vrai qu'on peut je peux avoir des collègues qui sont très techniques. Et vraiment, ils connaissent très bien les normes des bâtiments, toutes ces choses-là. C'est vrai que moi, j'ai choisi d'être beaucoup plus orienté de l'aspect créatif. Je m'intéresse beaucoup moins à la technique aussi parce que de par le métier que j'ai aujourd'hui, où on fait des parcs un peu partout dans le monde et on n'est pas sur un seul parc, chaque pays a ses normes. Et qu'on aille en Pologne, en Chine, aux États-Unis, la norme minimale de pente pour les personnes à mobilité réduite ou la largeur des couloirs, elle varie tellement que ce sera impossible d'avoir les connaissances de chaque chose. Donc, je m'occupe plutôt de faire l'aspect vraiment créatif, et ensuite c'est d'autres architectes sur place qui vont effectivement récupérer la chose, qui eux sont sans doute moins intéressés par l'aspect créatif, comme les ingénieurs qui vont bosser chez Airbus. Voilà, ils sont moins intéressés par les montagnes russes, et c'est là que j'ai ma transition. Hop, et je prends le bâton et je te le jette, Sébastien. Voilà. Et tu peux nous parler, c'est quoi le métier d'ingénieur dans les parcs? Alors déjà, je vais rebondir par rapport à tout ce que vous avez dit, tous les deux ici. Alors c'est vrai que là, on parle un peu, comme dit, on est normalement d'un projet. Il y a les designers, il y a les concepteurs, il y a les architectes et les ingénieurs. Principalement. J'ai fait tous mes plans et là, je te les donne. Maintenant, tu te débrouilles. Mais en vrai, il y a même comme l'a dit Vincent, il y a designer, il y a des gens qui vont plutôt se concentrer vraiment sur le graphisme pur, d'autres un peu plus un design peut-être un peu plus orienté, côté un peu plus réaliste et donc plutôt vers l'architecture, etc. Et d'ailleurs, par rapport à ce que Vincent disait tout à l'heure, du coup, au niveau justement de la position des décors, c'est quelque chose que l'ingénieur doit aussi vérifier quand on fait effectivement une montagne russe ou un dark ride, peu importe le type de ride. On a ce qu'on appelle la clearance enveloppe à respecter. Donc c'est une zone de sécurité qui est définie en fonction de la vitesse et de comment on est mis dans le véhicule. C'est-à-dire que si on a un harnais, c'est sûr qu'on sera beaucoup plus libre, beaucoup moins libre du coup. Si on a un harnais au niveau des épaules, ça sera beaucoup moins libre. Bien sûr. Si on a une lap-bar, on sera beaucoup plus libre. Donc ça dépend de toutes ces petites choses-là. Et effectivement, c'est toujours important de mêler finalement, on va dire, la conception technique du ride aux éléments de décoration, parce que ça fait partie aussi bien évidemment de la safety, de la sécurité des visiteurs. Il faudrait tout de même pas que le head chopper se transforme en vrai headshot. Après, si c'est une attraction sur le thème de la reine de cœur et qu'il faut couper la tête des gens, ça sera bien dans le thème, effectivement, un petit peu trash quand même. Un peu trash, ouais, c'est ça. Ouais. Et juste en dessous, on fait l'attraction saut, tu vois, c'est pratique. Pour le coup, le mot, je ne le connaissais pas autre qu'en allemand. Pour la distance de sécurité, en allemand, c'est Leichtprofil. Et, voilà. Voilà. Donc la clearance. La clearance enveloppe, oui, ça c'est le terme anglais. Et sinon, en français, on pourrait le traduire par enveloppe de sécurité. Tout simplement, ouais. D'ailleurs, une anecdote très chouette qu'à Europa Park, ils ont été très malins, les ingénieurs qui ont fait Arthur. Puisque en fait, vous l'avez peut-être remarqué que les deux sièges aux extrémités sont légèrement recroquevillés vers le centre. Parce qu'en fait, ça permet que le bras, il soit un peu plus vers l'intérieur et donc de réduire la clearance et donc d'avoir des décors un peu plus proches. Oui, après voilà, il y a toujours des petites astuces pour essayer de rendre immersif les éléments qu'on veut mettre en avant. C'est vrai que l'idéal, c'est que nos trois métiers communiquent du début à la fin finalement de la conception. C'est parfois un problème dans certains projets quand il n'y a pas assez de communication et que c'est trop séparé, parce que même dès le départ, imaginons qu'on fait une attraction sur le thème du fait de voler, tout de suite, Sébastien, tu pourrais penser à un type de layout qui soit très aérien, peut-être dans la sensation, et que la sensation soit raccord avec la storyline ou ce genre de choses, quoi. Oui, ou alors par exemple, c'est aussi important de communiquer, parce que c'est vrai que des fois on pourrait mettre des poteaux à certains endroits, mais que les designers ou architectes auraient prévu de faire autre chose à cet espace-là. Et c'est là aussi où on voit que par exemple Animal Kingdom,
Mince, là, j'ai Expédition Everest, peut-être. Expédition Everest, oui. Bien évidemment, là, on voit que voilà, ils ont tous les corps de métier finalement en travaillant ensemble pour donner quelque chose de vraiment chouette. Et chose à laquelle je pense bien sûr, c'est cette travée de lift, de section de lift qui est autoportante. Et c'est vraiment et ça règle tout, hein, parce qu'il y a autant le designer qui est content parce qu'on a vraiment cette image de cette montée énorme qui va vers la montagne. On a la sensation que vraiment on est dans le vide et donc ça joue encore plus sur l'impression qu'on monte dans l'Everest, et en plus techniquement du coup c'est raccord. Enfin c'est vrai que c'est une prouesse cette attraction là. Et puis bon, on peut aussi parler bien évidemment de Pandora. Hein. Cette fameuse structure avec les rochers qui volent. C'est assez impressionnant. Il y a quand même beaucoup de vent en Floride. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut que tout c'est vrai qu'il faut que le bazar y tienne. Hein. Ça tient et c'est très très aérien, très autoportant et effectivement, on est le boulot d'ingénieur. Alors encore une fois, dans le mot ingénieur, enfin, il y a plusieurs activités. C'est vrai que ça peut être très vaste tout ce que tu fais. On peut avoir des ingénieurs structure, on peut avoir des ingénieurs électronique, automatisme, etc. Moi, je me qualifierais plutôt d'ingénieur, on va dire généraliste, du fait que encore une fois, quand on travaille dans une petite entreprise, il faut vraiment pouvoir tout suivre. Même si j'ai une formation d'ingénieur mécanique, il faut être capable, comme dit, de donner des bonnes directives aux gens qui vont faire le programme. Par exemple. Et voilà. Donc bien sûr, j'ai plus une affinité au niveau des structures, des éléments structuraux, des calculs de force, de dynamique, pour créer également les layouts, hein, parce que les layouts, ça fait forcément partie, quand on parle d'un coaster, ça fait forcément partie de l'expérience visiteur. C'est vrai que c'est pas juste à ton no limite comme certains passionnés et hop tu fais un parcours et c'est fini. C'est bien plus compliqué que ça. Non, voilà, c'est bien plus. Il y a bien plus pour rendre vraiment smooth, vraiment doux toutes les transitions. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils informatiques qui peuvent aider, bien évidemment. Hein, on fait plus forcément de tous les calculs à la main, mais des fois, pour des calculs structuraux, on est bien content aussi d'avoir finalement les bases théoriques que l'on apprend à l'école, juste pour vérifier aussi ce que dit le logiciel, parce que des fois ça peut être un peu bizarre, donc il faut avoir vraiment du recul aussi sur ce que donne tout logiciel. Donc pour avoir quelque chose de cohérent. Donc voilà. Donc si on commence un projet, si on parle d'un roller coaster, ou même peu importe un dark ride, tout type de ride au final, il y a toujours un parcours. On doit passer dans différents endroits, et donc à partir de là, du coup, c'est à nous de bien communiquer entre nos trois métiers principaux pour avoir quelque chose de cohérent à la fin, parce que des fois ça peut être un peu n'importe quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui pense à ça, l'autre à ça, et puis le troisième à ça. Et ça peut vraiment mettre une pagaille complètement dans le projet. Donc bien sûr il y a des compromis. Je dirais que des fois en tant qu'ingénieur on est obligé, on va dire, de mettre un poteau pour supporter certains éléments à certains endroits, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que le terrain ne peut pas accueillir le poteau, parce que c'est vrai que si tu vas copier-coller à une attraction dans un autre pays, ce sera pas pareil en fonction de la typologie du sol, des normes et tout ça. Oui. Quoi. Mais voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces éléments-là. Et bien sûr, même si on est l'ingénieur dans les parcs d'attraction, c'est aussi quelqu'un qui est créatif, puisqu'il faut aussi avoir des bonnes solutions, comme tu le disais tout à l'heure, Florian, pour Arthur. Hein, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'immersif, mais après, il y a la clearance enveloppe à respecter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de refermer un petit peu les sièges, on va dire, pour que le visiteur, finalement, soit
Aussi, en termes de vision. Plus orienté. Plus orienté vers les décors et ne pas regarder ailleurs. Quoi. Le but, c'est pas de se tirer dans les pattes, mais qu'on travaille tous main dans la main pour à la fin proposer la meilleure attraction possible pour les visiteurs, quoi. C'est ça, et puis bon, après, malheureusement, il y a aussi une question de coût. Oui, ça... des fois, ça dépend. Hein. Des fois, certains poteaux pourraient coûter très cher en fonction de son support béton, en fonction de là où il est placé, si c'est un terrain marécageux, pas marécageux. Enfin, toutes les précautions à prendre aussi au niveau du génie civil. Donc, il y a aussi sont aussi des ingénieurs, mais qui sont spécialisés finalement dans tout ce qui est bâtiment et béton, qui permettent finalement de tenir un petit peu toutes ces structures en acier qui supportent les rides, le ride system. Donc voilà, le but de l'ingénieur, c'est finalement de travailler forcément en accord avec un cahier des charges, que ça soit du client, que ça soit du designer, que ça soit de l'architecte, pour essayer à la fin d'avoir l'élément le plus cohérent. C'est pareil. Nous, on est là aussi, forcément, pour assurer une certaine sécurité aux visiteurs. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on a des normes à respecter. Comme tu l'as dit, Florian, il y a des normes. Alors, nous, en Europe, c'est la 13814. Pour les gens curieux qui voudraient en savoir un peu plus. Mais la 13814 résume pas mal de choses, on va dire, sur les attractions en Europe, mais il y a, par exemple, la norme américaine, elle va reprendre aussi pas mal de points sur la norme européenne. La norme européenne étant l'une des plus sévères au monde. Ah ouais. Bon, après, il y a d'autres normes qui sont aussi plus sévères. Ouais. Je veux dire, ça, par exemple, on parlait de vent tout à l'heure, et au niveau du vent, certains pays, disons que le vent est plus important que dans d'autres pays, donc pareil, il faut s'adapter. C'est ça. Même les normes sismiques aussi qui peuvent changer, hein. Notamment la structure du château de Tokyo Disneyland est pas du tout la même que en Floride, parce que simplement c'est pas du tout les mêmes normes sismiques, alors que c'est les mêmes châteaux, hein, sur l'idée, mais ouais. Mais voilà, après, comme tu dis, c'est pareil, après, un peu pour The Monster, hein. The Monster très bon exemple. A été designé pour le Japon. C'était, c'est ça, ouais. Et donc, on a une jambe de force supplémentaire par rapport à Raptor Cedar Point, qui est une copie, ouais. Qui est une copie, mais voilà, là, pour les raisons sismiques, ils étaient obligés de rajouter une jambe de force au niveau du looping. Exactement. Donc voilà, il y a plein de petites subtilités qu'on pourrait croire effectivement qu'une attraction, quand on sort une attraction, on va dire standard entre guillemets, des fois il peut y avoir des petits ajouts que l'on ne voit pas forcément, qui est caché pour répondre à certaines normes de certains pays. Mais globalement, la norme européenne est l'une des plus strictes au monde. C'est rassurant. Voilà, c'est important de le savoir. Mais après voilà, l'Asie a ses subtilités. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir importer de l'Europe en Asie du matériel parce qu'il y a aussi des subtilités au niveau de la matière, etc. Donc il y a toujours des règles importantes à ne pas se faire avoir parce que ça peut aussi coûter très cher si on ne les connaît pas. Bien sûr. Donc voilà, donc le but c'est d'assurer finalement la sécurité tout en proposant une expérience sympa et fun pour le visiteur, bien évidemment. Et là, justement, dernièrement, nous, chez INS Ride, on travaillait sur un coaster donc, qui a été réhabilité par nos soins. Et à un moment donné, il faut freiner parce qu'on est obligé vu que c'est il faut bien que ça s'arrête un moment. Il y a ça, mais il y a aussi pendant le parcours des moments où il faut réguler un peu la vitesse. Bien sûr. Parce que c'est un ancien ride, parce que ça a été calculé suivant telle ou telle vitesse, et pour une question de maintien de la structure mécanique. Des fois, c'est aussi important de calmer un peu les efforts parce que ça a vécu, même si tout a été renforcé sur les points critiques. Ce que je veux dire par là, c'est le bon exemple, c'est ok, il faut freiner,
mais il faut pas forcément freiner pour dénaturer l'expérience visiteur, parce que si on il y a un bon équilibre à trouver. Voilà, c'est ça. Donc il faut juste donner bien doser le frein pour ralentir correctement, pour pas qu'on ait des sensations, on va dire, insupportables après, mais qu'on ait quelque chose de beaucoup plus fluide, même s'il faut ralentir un peu les vitesses pour avoir des mouvements après par la suite plus agréables et plus fluides pour le visiteur. Ce qui en soi sert pour le visiteur, pour l'expérience visiteur, pour pas qu'il ressorte de là, bien sûr, pour pas que ça soit désagréable. Et pour l'exploitant, quoi. C'est aussi pour l'exploitant, pour la maintenance et aussi pour respecter le matériel qui est ancien. Malgré que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être renforcées, mais il faut toujours être vigilant quand même sur de l'ancien matériel. Donc voilà, donc ça fait partie d'un des exemples. C'est vrai que toi, c'est un élément en plus dans ton métier, c'est que nous, on est beaucoup dans la conception de l'attraction, et limite, une fois que c'est ouvert, c'est fini. Et toi, tu peux encore avoir l'aspect maintenance, évolution, si jamais il y a un problème, surtout peut-être sur des vieilles attractions. Il y a moyen des fois, oui, voilà, les normes qui évoluent. Oui, en plus les normes qui évoluent, donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est à la fois intéressant de travailler sur des réhabilitations, puisque une réhabilitation, tu es obligé de respecter ce que tu as en face de toi. Donc des fois c'est un peu embêtant parce que voilà, on a des traverses qui sont pas droites parce que ça, à l'époque, ça avait été pas forcément bien soudé avec les en termes de fabrication de l'époque. Il y avait pas finalement tous les contrôles qu'on a maintenant, tous les moyens de soudage qu'on a maintenant pour faire quelque chose de beaucoup plus précis qu'à l'époque en termes d'orientation des traverses. Et c'est vrai que par exemple, pour le projet de Kingoland qu'on a fait avec les freins magnétiques, on a dû réfléchir à quelque chose, un système qui permet de s'adapter finalement sur toutes les traverses, alors que les distances et l'alignement des traverses n'étaient pas du tout identiques. Ah oui, donc ça c'est un beau casse-tête, ça. Voilà, c'est ça. Et finalement, on a trouvé, c'est ça aussi, faut être assez créatif. Faut être créatif, c'est vrai qu'on peut penser qu'un ingénieur est pas du tout concepteur, alors qu'en fait, si, faut un esprit créatif, juste que c'est sur la technique, pas forcément sur le storytelling, quoi. Voilà, mais ça peut aussi faire partie de la storytelling, puisque finalement, on peut aussi, dans le layout, si par exemple, on a envie de faire une scène qui dure un petit peu, mais qui soit pas forcément statique, on peut faire une table tournante, tourner autour de la scène, par exemple. Enfin, tout à fait. On peut inventer un tas de systèmes pour être en raccord et sans que le visiteur se dise tiens, on va s'arrêter là, va y avoir une scène. Non, c'est aussi pour créer cette surprise. Je pense que c'est notamment ce que Vincent a dû aimer dans Gringotts, parce qu'il y a cet aspect-là, finalement, la technique qui permet complètement de jouer sur le storytelling, quoi. Oui, mais exact. Et c'est ça aussi qui. Vas-y. Pardon, j'allais dire, en fait, j'ai eu le même type de montagne russe. Le bon exemple et le mauvais exemple dans la même année. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Oh là là. Du coup, le bon exemple, c'était Gringotts. Ouais. Et on a le même fabricant. Je crois que c'est Intamin, qui a fait Gringotts. Ouais. Et c'est du coup aussi Intamin, je crois, qui a fait du coup Uncharted. Oui, bien sûr, Uncharted Aventura. Le fameux parc qu'on n'aime pas beaucoup. Ouais, alors, qui pour le coup est une bonne montagne russe. Oui. Mais niveau thématique, c'est une catastrophe. C'est pas ça. C'est pas raccord, c'est pas. Et c'est pas de la faute des concepteurs, c'est ni des ingénieurs. En fait, c'était juste une question de budget, en fait. Ouais, complètement. Ils avaient vraiment pas le budget pour faire ça. Et ils auraient dû faire une bonne montagne russe plutôt que un mauvais Dark Ride. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Parce que la montagne russe en soi est vraiment très sympa. Ouais, j'entends beaucoup de retours que le coaster en lui-même est très très chouette, qu'il y a des bons effets, des bonnes transitions et tout. Mais disons que ça a été un peu trop survendu, c'est ça le problème. Ouais, si on nous l'avait vendu à la façon comme The Mummy à Universal, qui est très bien. Il y a presque pas de décor intérieur, il y a une première partie Dark Ride et le reste c'est que un coaster dans le noir avec quelques images éclairées à la lumière noire. Ouais, et c'était parfait. Pardon, j'ai dévié un petit peu. Non, mais c'est très bien. C'est en raccord. Bon, voilà. Après, voilà, comme dit, c'est une question de budget. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage que quand on prévoit autant d'effets, on va dire mécaniques,
en se disant bah tiens on va avoir une scène là, puis que finalement oui il n'y a pas la scène. Ce n'est pas exploité comme nous en tant qu'ingénieurs et concepteurs du ride lui-même on l'a pensé. Bah en fait ça sert à rien ce qu'on a fait en vrai, parce que bien sûr. Ok, on fait une table tournante ou un switch track ou autre chose et finalement bah ouais ok bon il y a les sensations mais on est dans le noir quoi, donc je crois que le gros problème pour moi, c'est la mauvaise intégration des écrans dans les attractions en général. Ouais, quand tu vois que c'est un écran, c'est bah, tu vois toujours plus ou moins que c'est un écran. Je veux dire, dans Forbidden Journey, tu le vois que c'est des écrans. Mais ils sont tellement bien intégrés dans le décor qui est physique autour que c'est joli. L'ensemble est beau. Bah, pour moi, l'exemple idéal, c'est Spider-Man. Je trouve que Spider-Man, en termes d'intégration des écrans, c'est excellent. Mais c'est là qu'il y a aussi tout un travail technique. Je sais pas si toi, ça rentre aussi dans ton travail, Sébastien, de jouer sur la luminosité de l'écran et ce genre d'éléments-là. Ou c'est peut-être plus sur le média. Plutôt, effectivement, plutôt Holovis, si on peut, voilà, par exemple, c'est vrai. Plutôt des gens, c'est vrai qu'il y a comme ça. Une conception très technique, finalement, autour de ça, quoi. Ah, les écrans, c'est très complexe. On a l'impression que c'est simple et qu'il suffit de mettre 4 projos et puis terminer bonsoir, mais en vrai c'est assez complexe. Alors bien sûr si on a un écran pour avoir un peu l'expérience de Lovis, si on a un écran on va dire plat et qui répond on va dire aux standards de l'écran, aux dimensions de l'écran, bon bah oui un projecteur ça suffit et puis on le met au milieu et puis terminé. Mais quand on commence à avoir des écrans un peu plus complexes comme ceux de Michel Ferrari, derrière il y a tout un système qui a été inventé et mis en place par des employés de Lovis pour pouvoir justement optimiser aussi dans quelque sorte le nombre de projecteurs, puisque optimiser le nombre de projecteurs c'est optimiser le coût pour l'exploitant aussi d'une certaine manière. Ça Disney l'a bien compris avec Flight Force en réutilisant 3 fois le même écran. Voilà, c'était une parenthèse gratuite, hein, voilà. Mais bon, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de, en fait c'est les gens qui s'occupent du média au final, ils calculent aussi, mais c'est pas forcément des calculs structuraux, c'est des calculs de projection, de bonne distance entre le projecteur et le mapping ou l'écran, l'inclinaison, enfin tout se joue, la qualité aussi du matériel. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et c'est vrai que faire un écran, on a l'impression finalement que c'est simple, mais ça dépend quel type d'écran. Tout à fait. Et au final, c'est vrai qu'on voit que nos 3 métiers, en fait, on a à chaque fois énormément de choses variées qu'on fait, que ce soit en tant que designer, architecte ou encore ingénieur, quoi. Et ça montre qu'en fait, on a nos études et nos expériences professionnelles, personnelles, qui nous ont donné une base finalement, et ensuite en fonction de l'entreprise, des projets dans lesquels on va travailler, ça va demander telle ou telle compétence qu'on peut développer et qu'on va apprendre un peu sur le tard, ça peut arriver aussi. Et c'est un bon exemple que tu avais donné, Sébastien, en parlant d'INS, le fait que vous êtes que 3, que c'est une petite entreprise, c'est que plus l'entreprise est petite, plus il va falloir avoir plein de casquettes et savoir un peu tout faire presque, et que c'est vrai qu'on va aller dans des entreprises de plus en plus grandes. Prenons l'exemple de Disney. Là vraiment on va dire t'es doué dans ça, tu fais ça, genre t'es doué je sais pas, en master planning en tant qu'architecte, tu fais que ça. T'es doué pour dessiner les arbres, et Vincent il dessinera que les arbres, et Sébastien t'es très doué pour faire des freins magnétiques, mais que des freins magnétiques sur 5 mètres, hein, pas les autres. Et ceux-là tu feras que ça, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu ça. Après, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que c'est bien de travailler dans des plus petites entreprises, justement, pour voir tout. C'est ça. Ça dépend, c'est vrai que les habilités de chacun. Après, par contre, quand t'es spécialisé, tu le fais de manière très expert. Après, c'est, c'est ça. Et alors, est-ce que normalement, le rêve en général quand on est jeune, c'est de travailler pour Disney. Oui. Et c'est vrai que plus on évolue, moins on en envie. J'ai vraiment pas envie d'être tout le pareil pour moi. Ouais. Et même sans connaître des gens qui travaillent là-bas, quand on voit les projets qu'ils font en ce moment, les concept art, c'est parfois, je suis désolé, mais je trouve ça minable. Là, j'ai vu des concept art pour une nouvelle file d'attente pour Haunted Mansion en Californie, dans le parc Disney original. J'ai vu les concept art, j'ai fait mais
c'est quoi ces dessins? Même moi je dessine mieux que ça. Comment ça se fait que comment ça se fait que moi je suis meilleur qu'un Imagineers de Disney qui travaille sur une attraction mythique en plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas normal, c'est pas voilà. Je pense que ça doit être très compliqué à l'intérieur de Disney avec il y a tellement de monde. Enfin, je pense qu'en fait à Europa Park on a l'effet inverse. En fait, c'est que à Disney tout est trop sous contrôle. Et il y a un suivi qualité qui est très bien, mais qui est trop bien du coup, qui du coup bloque largement la créativité. Tout coûte trop cher à Disney. Dès qu'on veut faire un petit truc, ça coûte une fortune. Ouais, à Europa Park, c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment plus à la one again. Alors c'est très bordélique, hein. Il y a des gros défauts de communication souvent entre les différents corps de métier et tout. Mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus efficace et qui est beaucoup plus rapide. Et moi, en tant que designer, mais c'est le rêve pour moi. J'ai une liberté de création presque totale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, là, je suis directeur artistique sur un projet. Je travaille seul dessus. Et c'est un truc que je ne pourrais jamais faire à Disney. À Disney, il faudrait passer par un suivi qualité qui va confirmer chaque petit truc que je choisis. Là, c'est moi qui fais le design de tout et qui choisis tout ce que je veux faire. C'est quand même une liberté assez ouf et j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça comme ça dans un autre parc d'attraction, quoi. Parce qu'ils ont les moyens et en même temps, cette façon de construire une attraction qui est beaucoup moins prise de tête que chez Disney. Donc ça, au final, je trouverais pas un autre point d'attraction comme ça, je pense. Et alors, chers amis, pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils, des petits tips à donner si maintenant il y a des jeunes qui nous écoutent, qui aimeraient faire nos métiers? Je sais que moi, le premier que j'aurais envie de dire, c'est avoir du culot et aller rencontrer du monde. Faites des salons professionnels, faites des meetings. Dès que vous voyez un mec que vous avez vu passer dans un documentaire, passer devant vous dans la file d'attente, allez le voir, discutez avec lui. Moi, c'est le truc, c'est parce que les contacts, ça fait beaucoup, je trouve, dans nos métiers. Hein. On pourrait être très doué, si t'as le contact, ça fait vraiment quelque chose en plus. C'est souvent. Oui, vas-y Vincent, vas-y. Je disais, c'est souvent le truc qui bloque au début, c'est la timidité. Simplement, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Daniel, mais aussi juste avant lui, de tomber sur deux autres qui travaillaient à Europa Park aussi, qui sont venus faire des conférences à l'école où j'enseignais, par exemple. Ah, génial. Comme quoi, ouais. Et pour le reste, je vais donner un conseil pour ceux qui veulent se lancer. Que ce soit dans l'illustration pour les parcs à thème ou dans le milieu de l'illustration en général, soyez curieux un maximum et sortez des écrans parce que j'ai vu ça avec mes élèves et c'était assez terrible. Ils n'ont plus aucun sens des volumes. Je donnais des cours de perspective, etc. Et ils vont plus. On habite à côté des Vosges. Il y a plein de balades à faire. Il y a la ville de Strasbourg qui est très intéressante à visiter. Il y a des musées à voir. Il faut sortir de chez soi sans forcément avoir les moyens. On peut aller voir des choses hyper intéressantes pour étudier la lumière, pour étudier la couleur, les volumes, etc. C'est des choses qu'on ne peut faire que dans la réalité. Faut pas oublier que les écrans, ce n'est qu'une capture de la réalité qui n'a pas forcément les bonnes couleurs, qui ne représente pas les volumes, puisque du coup on ne voit que en 2D. On s'en rend pas compte. Et tous ces trucs-là, c'est important. Et encore plus quand on va travailler dans un parc d'attraction, où on va travailler sur des choses qui vont devenir réelles à la fin. Il faut savoir comment ça va rendre. Exemple simple, quand on veut cacher un élément de décor, on peut cacher un décor très haut avec un bâtiment très bas. Il suffit juste de savoir bien le placer. Par rapport à la perspective. Jouer avec la perspective. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend que si on connaît très bien les lois des volumes et de la perspective. On peut jouer avec les couleurs, sur la chaleur des décors pour changer une ambiance. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent plus dans la vraie vie. Voilà. Ça, c'est vraiment, il y a ça comme truc. Et puis aussi, soyez curieux et ne vous cantonnez pas à un seul style. L'autre chose que j'ai vu avec tous mes élèves, c'est que 90% ne faisaient que recopier du manga. Ah oui, le même type de manga, parce qu'on parle d'un manga, mais c'est pas un manga, il y a des centaines. Il y en a des centaines.
chaque mangaka a son propre style et ils copiaient tous la même chose. Et c'était vraiment désespérant. Je me dis, mais vous regardez pas d'autres choses, d'autres époques. Je veux dire, il y a toute l'histoire de l'art qui s'offre à vous sur Internet que vous pouvez étudier. Donc sortez de votre zone de confort et allez voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir pour découvrir des choses. Et parfois, c'est comme ça qu'on trouve aussi des idées de métier. C'est comme ça qu'on trouve des idées de création. C'est en sortant de sa zone de confort. Et moi, vraiment 99% de mes élèves étaient bloqués là-dessus. Et c'est le meilleur conseil que je peux leur donner. Et je passe toujours pour un vieux con comme ça en disant sortez de chez vous, ratez les écrans. Moi, je suis le premier accro aux écrans, donc je sais ce que c'est. Mais il faut savoir parfois sortir, voir des gens et faire une balade. Souvent, c'est comme ça qu'on trouve l'inspiration. La nature, c'est toujours la nature et l'architecture et l'art en soi, de façon large. C'est toujours la meilleure source d'inspiration. Internet, on va toujours, au final, on a une source infinie d'informations et on va toujours voir les mêmes trucs sur Internet. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu une prison, comme ça, sans voir la c'est un très bon conseil, hein. Ouais. Et toi, Seth, quelqu'un qui aimerait être ingénieur, le conseil peut-être idéal Alors, je vais essayer bon, bien sûr, être curieux et rencontrer des gens. Encore une fois, ça reste un peu ce qu'on disait. Hein. Bien sûr. Être très observateur. Comment l'écosystème fonctionne et tout ça. C'est ça. Après, comme dit, il faut provoquer la chance. Il faut aller dans les salons. Alors, c'est vrai que il y a plus ou moins certaines personnes qui sont plus ou moins ouverts, on va dire. Moi personnellement, je veux dire, s'il y a quelqu'un de passionné qui viendrait me voir sur un salon, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, je me mets à sa place parce que j'étais à la sienne il y a quelques années. Oui, c'est vrai. Donc c'est normal de prendre un petit peu de temps, de discuter avec ces personnes-là. Parce qu'on était il y a quelques années à cette même place. Et c'est vrai que des fois, c'est vrai que dans des salons, c'est vrai que c'est compliqué parce que dans des grosses entreprises, c'est toujours compliqué parce que les gens sont là pour le business et uniquement pour le business. Ouais. Surtout que c'est des commerciaux la plupart du temps pour les grosses boîtes, pour les gros constructeurs. Alors que finalement pour les plus petites, des fois ça peut être plus sympa. Le dialogue peut être plus sympa. Donc peut-être effectivement. Peut-être plus aller vers ces petites entreprises dans des salons. Ouais. Exactement, c'est des entreprises. Encore une fois, quand nous on a fait notre premier IAPA à Barcelone en 2016. On avait on avait des étoiles plein les yeux parce qu'on voyait plein d'entreprises. Alors que nous, on pensait que ça s'arrêtait, on va dire, je caricature aux principaux constructeurs, quoi. Avec comme Intamin Mac et puis voilà. C'est ça, ouais. BNM, mais BNM qui n'était déjà, ils étaient pas là. Ils étaient plus là. Et voilà. Qui n'étaient plus là au salon. Qui sont revenus maintenant sur les salons européens, mais c'est vrai que des fois il vaut mieux aller dans des petites structures qu'on ne pense pas forcément on pourrait croire que c'est pas forcément bien, mais finalement c'est peut-être là où on va apprendre finalement le plus de choses, et avoir un échange qualitatif, quoi. Là on a balayé un peu 3 métiers qui sont finalement peut-être un peu vagues, parce que c'est vrai qu'ingénieur, architecte et designer ça peut être effectivement vague. Mais il faut pas oublier qu'il y a plein d'autres métiers. Au final, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de faire un bac+5, etc., etc. Non, bien sûr. Pour assurer les gens. C'est vrai que nous, on est resté dans les métiers de la conception. Donc c'est vrai que ça, pour le coup, c'est plutôt un bac+5, effectivement, qu'il faut, mais on peut faire de tout. On peut faire du paysagisme, de la musique. Enfin, si vous voulez bosser dans les parcs. En fait, c'est le point de départ que je dis à chaque fois qu'il y en a qui me demandent comment on fait pour bosser dans les parcs. Au départ, je leur dis, avant de te dire quelles études faire ou autre, qu'est-ce qui te plaît? Dans quoi tu te verrais faire ton métier toute ta vie? Et ensuite, voir comment tu peux appliquer ça dans le monde des parcs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, faut pas forcément faire du bac+5 pour faire du bac+5, quoi. C'est ça. Voilà, si on préfère être technicien de maintenance, on essaie de faire les études pour faire technicien de maintenance. Si on veut être programmeur, on fait les études pour faire programmeur. Enfin bon, bref, il y a un tas d'activités variées. C'est ça. Comme j'ai dit, il y a 140 métiers à peu près qui peuvent intervenir dans la conception d'un parc, quoi. C'est fou. Donc, juste dans la conception, quoi.
Et la construction. Voilà. Et après, il y a l'exploitation. Hein. On peut très bien faire du marketing et être dans les parcs. Enfin, voilà, je veux dire, on peut faire plusieurs. Et même d'ailleurs, nos métiers peuvent encore intervenir plus tard. C'est vrai que même dans la construction, une fois que ça se construit, même Vincent, tu fais pas que du dessin finalement, tu fais de la direction artistique, comme tu nous as dit. Je suis sûr que tu pourrais tout à fait faire une affiche promotionnelle pour une attraction ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses. J'aimerais bien faire des affiches comme j'ai fait pour Little Red Door. C'était vraiment touchant. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est comme dit, on a donné nos 3 métiers. C'est un élément parmi tous les métiers qui existent dans les parcs. Mais ouais, comme dit, renseignez-vous, trouvez le métier qui vous plaît le plus, et ensuite rencontrez du monde, trouvez des entreprises et tout. Et voilà. Et alors, où est-ce qu'on peut vous contacter, les garçons, si jamais ou juste vous retrouver, vos réseaux sociaux ou autres? Justement, je viens de mettre à jour mon BS. Pendant qu'on avait les problèmes de son là, je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps. J'ai pas, parce qu'on parlait à la fin de Little Red Door et j'avais pas mis la dernière affiche, donc je l'ai mis en ligne à l'instant, et du coup c'est sur mon Behance. C'est mon portfolio en ligne et alors du coup c'est quoi ton nom sur Behance? C'est mon vrai nom, du coup Vincent Valois. Est-ce que je donne le lien ou pas? Je sais pas. On pourra le mettre, je pense qu'on pourra le mettre en tout cas sur YouTube en description, ou sur d'autres réseaux, on peut mettre dans la description. Je suis assis sur Instagram, il faut que je remplisse un peu mon Instagram, il est un peu mort. Parce que j'ai tout mon portfolio à mettre dessus, et c'est juste que ça prend du temps. Et si jamais des jeunes qui rêveraient d'être designers veulent te contacter pour avoir sur Instagram, j'ai pris un pseudo, mais ça s'appelle Valois quand même, mais c'est écrit VALOA, comme ça à l'international c'est plus simple, parce que quand j'appelle mon nom en français à des Allemands, à des Anglais, et ça comment ça c'est Valois. On mettra le lien en dessous aussi pour te retrouver. Et toi, Sébastien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, principalement sur LinkedIn, Sébastien Chalard. Ou aussi, les gens peuvent, les personnes peuvent aussi nous contacter directement sur INS Rise. Alors, comme dit, en fait, il est difficile. On l'a vu avec le temps. On aurait bien voulu des fois prendre potentiellement des gens en stage. Et le problème, c'est que notre structure, vu qu'on est tous en télétravail, on n'a pas le droit. C'est vrai que moi, c'est le problème aussi en télétravail. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais par contre, ça n'empêche que vu qu'on connaît aussi d'autres personnes qui peuvent rechercher des stages à ce moment-là, souvent, il y a moyen de rediriger. Voilà, on peut orienter. Donc il y a pas de problème. Ils peuvent nous envoyer un mail peuvent aller voir sur notre site internet Stride. Dans la bande de contact, ou tout simplement me contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Parfait ça. Et puis moi, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram. Je suis assez actif sur Guestflow, qui est mon petit jeu de mots avec les Guestflow de Disneyland Paris, et sur Discord aussi, parce que ça me fait ma transition toute trouvée pour les réseaux sociaux, sur le Discord de Puissance Park, où vous pouvez évidemment nous rejoindre si jamais vous voulez à tout moment parler de l'actualité des parcs. C'est actif. On a toute une team de modérateurs qui travaillent sur tout ça, qui font d'ailleurs aussi le rendez-vous des puissants, où on a Sébastien qui va d'ailleurs bientôt vendredi. Donc alors je sais pas en fonction de quand l'épisode sera, quand vous écouterez l'épisode, sera peut-être déjà passé. Voilà, mais voilà, le rendez-vous des puissants, on a différents professionnels des parcs qui peuvent intervenir, ou des passionnés. C'est du one shot, c'est-à-dire faut l'écouter sur le Discord, après vous l'entendrez plus, mais voilà, ça permet d'entendre des choses assez intéressantes. On a notre site internet puissancepark.fr, si je dis pas de bêtises, où vous retrouverez donc tous les liens sur YouTube, SoundCloud, Spotify, et toutes les plateformes sur lesquelles on diffuse l'épisode. Merci beaucoup les garçons pour cet épisode. C'était très très intéressant, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes, que ce soit alors simplement les curieux qui voulaient savoir comment ça se passe, parce que je pense que comme moi, quand vous croisez des gens et que vous donnez votre métier, vous dites je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça dans les parcs, et puis des jeunes qui souhaitent faire nos métiers, tout simplement. C'est vrai que je pense que à l'époque du collège ou du lycée, si j'avais pas rencontré Frédéric, j'aurais adoré
tomber sur un podcast comme ça justement pour un peu plus orienter quoi. C'est la fin d'épisode pour ce soir. Allez, salut les puissants et à la prochaine.